puis vous avez des illusions qui sont parfois des prétextes pour certains pour faire de la psychologie de comptoir ou pour essayer de donner du crédit à des théories qui sont considérées comme désuètes depuis plus de 30 ans. Je pense notamment aux théories qui consistent à distinguer un cerveau droit et un cerveau gauche. Alors vous voyez par exemple sur les sites psycho un peu... parfois on dit psychopop entre nous, vous voyez, un peu populaire, comme les revues féminins psycho, Psychologie Magazine, etc. Et ben, vous trouvez des... Alors ça, j'ai pris un extrait comme ça, qui présentait l'illusion. Si vous voyez tourner cette danseuse dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est que vous utilisez votre cerveau droit, intuitif, aléatoire, irrationnel, synthétique, subjectif, qui s'intéresse à la totalité, bref, oriental. Vous voyez, alors oriental, c'est déjà un paquet qui ne veut pas dire grand-chose. Mais... Et puis si vous la voyez trop tourner dans l'autre sens, vous utilisez votre cerveau gauche, qui est logique, séquentiel, rationnel, analytique, gna gna gna. Bref, occidental. Ouais, d'accord. Et alors, hop, et il vous montre l'image, qui est en fait une image qui est de Nobuyuki Kayahara, que vous pouvez trouver sur son site, là. Et cette image, alors je sais pas, certains je pense d'entre vous la voient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, d'autres dans le sens inverse. Rien à voir avec votre cerveau. En fait, vous pouvez choisir le sens dans lequel elle tourne. Vous pouvez même, avec un peu d'entraînement, faire changer de sens. Mais c'est vraiment dur. Pour vous aider, on peut prendre ça, par exemple, où là a été rajouté deux choses. La première, c'est une lettre sur sa jambe, qui est cachée à un moment donné, ce qui imprime un sens de rotation aux images plates, parce qu'en fait, c'est une succession d'images plates sans profondeur, et ce qui manquait, c'est une profondeur. Le fait de mettre une lettre qui est cachée par son pied à un moment donné, hop là, et ben ça fait tourner comme ça. Et en plus, il y a un liseré blanc sur la fesse. Pardon de te gratter la fesse, cher ami, mais ici c'est blanc et ça vous donne une impression de profondeur. Et ça fait tourner dans un sens. Si je vous mets l'autre, ça tourne dans l'autre sens. Non, j'ai dû me planter, j'ai mis la même, pardon. Ouais, j'ai mis la même, excusez-moi, c'est la même. Et je vous ai mis ici les trois. Comme ça, vous pouvez vous entraîner. Celle-ci, elle tourne dans l'autre sens. Celle-ci, elle tourne dans le premier. Et celle-ci, elle tourne dans... Alors, en fait, celle-ci, elle tourne pas. C'est un truc plat, c'est une succession d'images plates. Mais c'est notre cerveau qui recompose une silhouette humaine parce que c'est un héritage évolutif qui a été très pratique dans le temps de reconnaître des configurations humaines, quoi. Je la laisse pas trop longtemps parce que là aussi on vomit, quoi. J'aurais aimé refaire ça avec ma gueule, mais c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même des bustes comme ça qui circulent, des trucs comme ça qui sont chouettes. C'est vraiment beau, hein. Abordons maintenant le phénomène qu'on appelle le phénomène de pareidolie. Les pareidolies, ça vient de para-eidolon en grec, c'est-à-dire la presque image, quoi, la quasi-image. Alors, l'exercice que je vous donne là, c'est ce qu'on trouve sur le web quand on surfe un peu n'importe comment. L'exercice est marqué, si vous trouvez la tête de l'homme dissimulée dans l'image en moins de 3 secondes. Alors le jeu, il peut être sympa si vous avez envie. Le jeu consiste à se mettre, si vous voulez, vous pouvez vous mettre debout. Ça vous tente de jouer? C'est vraiment fastoche. Vous vous mettez debout, et puis si vous trouvez la tête de... Vous vous mettez debout? Non mais je vous force pas en vrai, hein, on s'en fout, hein. Mais moi ça me fait marrer. Si vous trouvez la tête de l'homme dissimulée dans l'image en moins de 3 secondes, la partie droite de votre cerveau est plus développée que la normale. Si vous arrivez à la trouver en 1 minute, votre cerveau droit est normal. Si vous mettez plus de 3 minutes, votre cerveau droit est un vrai désastre. Voilà. Sweet caféine de Furitsu. Bon, lui, ça va, c'est normal. Vous, ça devient moins normal. J'entends pas ce que tu me dis. Bah, c'est toi. Ah oui, quand vous la voyez, vous pouvez vous asseoir. En fait, c'était ça l'idée, quoi. Pardon, je l'ai pas dit. Comme ça permet de mettre la loose à ceux qui ont un cerveau dérangé, quoi. Alors comme je veux humilier personne, je vais vous donner la réponse. Il est là. Et normalement, merci d'avoir joué, hein, et normalement vous l'oublierez plus jamais. Il est là. Ce jeu ne marchera plus jamais sur vous normalement. Dans cette masse de données informes, on a du mal à trouver quelque chose, puis si on fiche sur un visage, tac, après on verra plus que ça, quoi. C'est difficile de plus voir ce bonhomme après qu'il est planqué dans ces grains de café là. Ce mécanisme est très souvent à l'œuvre quand on regarde le ciel. Un bon exemple de pareidolie, c'est le fait de regarder le ciel. Si quelqu'un vous dit « Oh, t'as vu, oh, regarde, on dirait un cachalot », vous faites « Ah ouais, ah ouais ». Une fois que vous avez vu le cachalot, c'est difficile de voir autre chose, quoi. Si quelqu'un vous dit « Non, c'est un sous-marin », vous faites « Ah bon Ah ouais, plutôt un sous-marin, ouais ». Et en fait, on est très influençable là-dessus.
Parce que vous avez une masse de données qui n'a pas de sens, à proprement parler. Quelqu'un vous dit « Ah, ça a tel sens », et notre cerveau l'imprime, quoi. Pour le détail, c'est le lobe temporal qui est en jeu dans cette histoire qui a joué quand même des tours à pas mal de gens, et notamment en 1975, quand Viking 1 a traîné sur Mars, ils ont repéré cette espèce de visage là, dans la zone de Sidonia, et il y a plein de gens qui ont trippé en disant vous vous rendez compte, il y a une forme de visage, ça veut dire qu'il y a un message des Martiens pour nous indiquer qu'ils ont cette tête là, etc., etc. Il a fallu attendre 1998 pour que Global Surveyor survole et qu'on se rende compte qu'en fait c'était tout moche, quoi, que c'était la résolution qui faisait cet effet-là. Vous voyez, là, c'est un gif animé qui vous montre que c'est pas aussi beau que ce qu'on pourrait penser. Ce qui n'empêche pas un type, notamment, qui porte le même prénom que moi, Richard C. Hoagland, de défendre l'idée que Global Surveyor a contribué à un complot pour qu'on cache la présence des Martiens, et que c'est vraiment un vrai visage qu'il y avait, mais que la NASA avec la CIA ont comploté pour nous cacher la présence des Martiens. Et il y a tout un site comme ça où il recense des soi-disant démonstrations que la NASA cache les preuves pour pas nous paniquer ou pour pas nous laisser présumer d'une possible connivence avec les Martiens. Le phénomène de pareidolie, vous pouvez le retrouver aussi dans des contextes qui sont simili-religieux, notamment quand les gens cherchent des signes. Vous savez, normalement, la foi ne repose pas sur des faits, quoi. La foi repose sur un acte de foi intime, mais il y a des gens qui vont chercher des signes, qui vont à la recherche de signes. Et parfois, ils sont prêts à les payer cher, notamment. Cette dame a vendu le Saint Croque-Monsieur, vous avez peut-être vu cette histoire. Le Saint Croque-Monsieur, Madame Duiser l'a vendu 28 000 $ sur eBay. Et grand succès pour ce Saint Croque-Monsieur, parce que dessus, il y aurait le visage de la Vierge Marie que vous voyez représenté ici. Alors au début, vous voyez peut-être rien, puis une fois qu'on vous montre le visage, vous la voyez, quoi. Et puis si on vous dit que c'est Marilyn Monroe, ça marche encore mieux, je trouve. Mais ça se vendrait peut-être moins bien. Alors ça a été le succès de plein d'objets de ce genre. Le Saint Poisson Pané, parce qu'il y a Jésus dedans. La Sainte Chips, parce qu'il y a Jésus dedans aussi. Le Elvis Toast, parce qu'il y a Elvis dedans. Il y avait un falafel Yasser Arafat, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il y a le Saint Alligator, qui était présenté dans le Washington Post, quand même, c'est pas un petit journal, parce que sur son ventre, il y a écrit God. Là, toc. Vous avez la pizza maudite, parce que... Je sais pas si vous voyez avec la lumière, mais... Il y a un grand représentant du courant national-socialiste allemand des années 30 dans la pizza, ce qui fait quand même un choc. Vous avez de la vie sur Mercure, voilà, voilà. Et puis en fait, sur des masses de données informes, c'est pas très difficile de retrouver des objets, surtout quand quelqu'un vous les pointe. Là, par exemple, sur Mars, dans le voyage de Spirit, là, il y a des gens qui ont dit regardez, il y a des bestioles, regardez là, regardez si on a grandi, on voit un bonhomme. Bon, je vous laisserai conclure ce que vous voulez. Ici, il y a même des gens qui ont détecté, avec Curiosity, une espèce de salamandre, une espèce de je ne sais pas quoi, là, qui traîne, je ne sais pas si vous voyez. Toujours Curiosity, sur cet objet-là, sur cette image-là, on voit rien, quoi, a priori. Mais si on grossit l'endroit, on voit un cercueil. Ça prouve que les Martiens enterrent leurs morts. Enfin bon, pour le coup, ils les enterrent pas parce qu'ils l'ont laissé comme ça. Bon, peu importe. Le dernier en date, il date de août dernier. Et il m'a été envoyé par ma collègue Delphine Toquet de Brest. Elle m'a dit tiens, regarde, il est trop bon celui-là. Ça vient du Québec. C'est la Sainte Patate, enfin la Sainte Pomme de Terre. Et voilà, dans le journal de Québec TVA Info, là, ils indiquaient le cuisinier d'une habitation pour aînés, c'est-à-dire pour les personnes âgées de la Gaspésie, c'est-à-dire dans l'Est, tout au bout, là, a tranché une pomme de terre où se trouvait le symbole d'une croix, ce qui a causé tout un choc aux résidents. Oh. Donc Jeannette Moreau, je vous lis un extrait, j'ai coupé les morceaux, hein. Jeannette Moreau conserve précieusement la fameuse patate dans ses appartements, où elle séchera avant d'être encadrée. Elle dit « Pour moi, cette trouvaille, c'est une protection pour tout le monde ici. » Alors c'est en préparant le repas des résidents le lundi 22 août qu'Alain Lévesque a tranché la fameuse pomme de terre sur sa longueur, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Important. Je ne sais pas pourquoi j'ai tranché cette patate précisément dans ce sens-là, mais quand elle s'était ouverte, je me suis dit « Tabarouette, c'est une croix !» Et il dit « J'y ai vu un signe, j'ai vécu une grosse séparation, j'ai l'impression qu'il est venu me dire « Je suis là, j'existe, ne le lâche pas », etc. » Et vous voyez comment on peut donner du sens très rapidement à ce genre de choses. Donc ça nous fait marrer,
Et n'empêche que beaucoup de gens se retrouvent vite convaincus par ça. Les pareidolie, vous pouvez en retrouver aussi pour des signes, comme on a vu pour des bestioles. Alors, il y a parfois des gens de cryptozoologie qui disent « Ah, regardez, il y a une trace là-bas, on dirait une sorte d'hominidé énorme, etc. » Il y a eu une photo d'un yéti nain qui a circulé, sur laquelle a travaillé un de mes collègues qui s'appelle Jérôme Bellayer. Je vous ai mis le lien parce que j'ai pas le temps de vous les montrer. Vous avez des gens qui vont plus loin là-dedans. Ils font des sortes de spiritualisme presque politique, à essayer d'intuiter la présence, par exemple, de personnages maléfiques à l'œuvre dans des processus sociaux complexes et parfois brutaux. Le 11 septembre a été le festival, par exemple. Pour ceux qui étaient en âge de s'en rappeler, 11 septembre 2001, et ben dans des images comme celle-ci, par exemple, il y a des gens qui ont cherché les traces du diable et les ont trouvées. Là, vous voyez cette image, on voit pas grand-chose, mais si on cercle ici, tout le monde voit le diable. J'ai un voisin qui ressemble un peu à ça, moi aussi. Mais bon, là, il y a des gens qui ont vu le diable. Moi, je trouve que ça ressemble plus à Lénine, mais... ou au biologiste Guillaume Lecointre, je ne sais pas s'il ressemble un peu à ça. Là, vous avez aussi le diable, voilà. Des gens vont dire « Ah, voyez, donc c'est le diable !» Notamment Pat Robertson, des gens comme ça, là, des grands prédicateurs aux États-Unis qui voient le diable partout. Les pareidolie ne sont pas à l'œuvre seulement sur l'aspect visuel, mais aussi sur le son. Alors, j'hésite à vous montrer ces exemples parce qu'ils sont faciles à trouver. Par exemple, la chanson de Scorpion, vous pouvez la massacrer je vous laisserai regarder un petit peu sur Still Loving You. Si vous ne trouvez pas, vous m'écrivez. Vous pouvez faire même des karaokés géants sur des hymnes dans lesquels vous ne comprenez rien si vous parlez pas russe. Par exemple, on a pris l'hymne national soviétique. Il y a des gens qui se sont amusés à greffer des pseudo-paroles dessus. Et quand on les écoute, on a l'impression que c'est ça les paroles qui sont dites. Mais c'est du n'importe quoi. C'est comme quand on fait du yaourt, si vous voulez. Mais quelqu'un vous dit « Ah, il dit bonjour » ou il dit ceci, on l'entend, quoi. Mais avant, quand il nous dit rien, on n'entend rien, quoi. Et j'avais pris un exemple, mais je ne sais pas si ça va marcher, il faut que je sorte de mon diapo. C'est l'exemple de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, pour ceux qui connaissent, qui est un cas qui a été génial parce qu'il a été traîné en justice, ce cas, quand même. C'est dans les années 80, il y a des gens qui se sont levés contre le backmasking. Parce que regardez, si je vais vous passer l'extrait en question. Tic, 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 tic. Allons par ici, allons par là. Tac, tac, tac. Ici, Led Zeppelin. Je vous le mets pas à l'endroit, vous la connaissez, je pense. Mais je vous mets à l'envers. Le passage en question. Vous entendez quelque chose? Alors vous voyez, c'est pas très clair quand on n'a pas de référence, mais par exemple, si je vous mets les paroles que certains prêtres ont décelées dans ce brouhaha, là, regardez, je vous mets le texte, on va faire un peu comme un karaoké. Je vous remets au début. Ah mais non, on voit rien, pardon, excusez-moi. J'étais tout content de vous montrer ma diapo. Attendez, hop, on va remettre ça comme ça. Tac. Bon, il veut plus. Reviens. C'est un coup du diable encore, ça. Hop. Là. Vous voyez là? Sauf que je peux plus vous lancer la... Alors attendez, je vais lancer mon son. T'as les karaokés merdiques. Oh là là. Donc je lance, hein, et hop, j'appuie. J'arrive. Et là, il manque un 6. Bon, pardon. Oh. Mon Dieu! Oh là là! Le pasteur Gary Greenwald, les messages subliminaux en backmasking dans le rock poussent ceux qui les écoutent vers le sexe et la drogue. C'est mal. Le pasteur Aranza, les messages en backmasking démasqués, un livre entier. Hein. Les groupes de rock utilisent la technique du backmasking pour véhiculer des messages sataniques ou relatifs aux drogues vers le subconscient. Et alors, figurez-vous que ça a fait ses effets parce que en 83, il y a une loi qui est passée en Californie. Le backmasking peut manipuler notre comportement sans notre consentement et notre savoir et peut nous tourner en disciples de l'Antéchrist, nous transformer en disciples de l'Antéchrist. Et en Arkansas, en 83, il y a un autocollant, ça a duré, je ne sais plus, 6 mois ou 1 an. Ils ont eu une imposition de poser un autocollant sur les disques, entre autres de Pink Floyd, des Beatles, de Led Zeppelin, de Electric Light Orchestra, de Queen et de Styx, en indiquant « Warning, this record contains backward masking, which may be perceptible at a subliminal level when the record is played forward ». Alors, il y a eu un procès, Led Zeppelin, les ingénieurs son de Led Zeppelin et puis Led Zeppelin ont dû comparaître.
Et ils ont dit, vous savez, nous on fait des disques pour les passer à l'endroit, nous, donc voilà quoi. Et voilà, fin de l'histoire. Mais ça revient de temps en temps, hein. Surtout aux États-Unis, là, ils sont très susceptibles là-dessus, quoi. Pour les hallucinations sonores, je ne résiste pas à vous montrer l'effet Gurk, l'effet McGurk, qu'on devrait appeler aussi l'effet McGurk-McDonald, parce que c'était l'assistant de McGurk, de Harry McGurk. Et l'effet, il est marrant. Là, vous allez voir Rosenblum qui vous présente ça dans un documentaire de la BBC. BBC 2. Have a look at this. What do you hear? Le monsieur dit pa. Ne vous endormez But look pas. what happens when we change the picture. Maintenant, on change l'image. Là, notre cerveau And nous dit yet, fa. the sound hasn't changed. Pourtant, c'est le In même son. every clip, you are only ever hearing bar with a B. Notre cerveau, il y a une sorte de choc It's entre an ce qu'il voit illusion known as the et ce qu'il McGurk entend, quoi. effect. Take another look. D'un côté, c'est Concentrate fa. first on the right of the screen. Mettez-vous à la droite, là. Now to the left of the screen. The illusion occurs because what you are seeing Moi, ça marche clashes super bien with sur moi, what je sais you pas are vous. Moi, hearing. ça marche super bien. C'est in fascinant. the illusion, what we see Voilà. Rosenblum explique et tout, etc. Je vous parle de ça parce qu'il y a des vrais impacts. Notamment, il y a des gens qui développent ce qu'on appelle des méthodes de transcommunication instrumentale qui consistent à communiquer avec l'au-delà. Alors il y a les méthodes qui sont celles de John Edwards, que vous avez vu tout à l'heure, mais vous avez aussi des gens qui font des bouquins entiers. Alors j'ai mis ici James Appice, que je vous ai amené, Jean Riot, Ces voix venues de l'au-delà, par exemple, ou surtout le père Brune, le père François Brune, qui vous propose d'acheter les bouquins ou de suivre ses séminaires pour rentrer en communication avec l'au-delà au moyen de matériel audio ou parfois vidéo aussi. Alors généralement vous fonctionnez avec un vieux truc à radiocassette, vous enregistrez du bruit, enfin un bruit blanc qu'on crée soi-même, et ensuite on passe la bande en convoquant l'esprit de la personne avec qui on voudrait communiquer, puis en passant la bande à l'envers, on récupère un message de l'au-delà, et qui est souvent un bruit qui est fait comme ça, mais décrypté par quelqu'un qui est soi-disant exercé, serait un message venu de l'au-delà par des voix dématérialisées qui sont le seul moyen qu'ont les défunts pour communiquer avec nous. Donc je vous ai pas mis des extraits là parce que je sais pas, j'ai trouvé ça discutable de vous montrer des extraits de gens qui font ça. Il y en a plein, vous tapez TCI sur YouTube par exemple et vous trouverez plein de vidéos comme ça. Et les débuts c'est toujours tragique, c'est enfin j'ai pu communiquer avec mon enfant mort Michael. Et alors, et là, vous entendez des voix et vous entendez des petits bruits. Et puis, elle vous indique en dessous le message, la dame qu'elle a reçu de son enfant qui lui dit « Ne pleure plus, maman. Sois en paix », des trucs comme ça, quoi. Vous voyez, c'est hyper touchant. Sauf qu'on a l'impression que, enfin, entre des preuves venues de l'au-delà comme ça, et quand on compare ça au pareidolie, si on applique le rasoir d'Occam, on se dit bon, bah, il n'y a rien de plus que des pareidolies sonores, si vous voulez, quoi. Mais aller convaincre quelqu'un ou aller instiller ce doute-là chez quelqu'un qui donne de la foi là-dessus et qui soigne son deuil comme ça, c'est très compliqué. Alors moi, je suis juste embêté, j'ai rien à leur dire, si vous voulez. J'ai même assisté à des conférences sur ça, avec plein de gens en deuil qui étaient là, qui attendaient que la parole du père Brune sur le sujet. Et le père Brune, qui est ici en photo, vend des méthodes, quoi, et explique quelles méthodes. D'ailleurs, j'ai mis, si vous voulez écouter des témoignages qui sont vraiment touchants, j'ai mis un extrait j'ai mis l'émission entière de France Inter, de France Culture sur les docs. Je vous ai mis le lien, d'ailleurs, vous cliquerez, vous pourrez télécharger l'émission qui porte sur ça, ce qu'on appelle les voix électroniques désincarnées. Et il y a tout un marché de ça. Il y a tout un business de ça, du deuil, quoi, qui s'est créé là-dessus. En 2004, avec quelques collègues, j'ai rencontré le père Brune à un festival qui s'appelait le festival Sciences Frontières, organisé par Jean-Yves Casga, le producteur des Bogdanov. Il y avait d'ailleurs les frères Bogdanov que j'ai interviewés, c'est assez fascinant. Il y avait plein de gens bizarres. Et il y avait le père Brune. Et le père Brune, on a été lui poser une question, on lui a dit « Monsieur Brune, comment on fait pour distinguer un bon d'un mauvais transcommunicateur ?» Parce que, et là, il a répondu à un truc qui était comme dans Les Inconnus. Eh ben, bon, ça se voit tout de suite, c'est évident, ça se voit tout de suite. Un mauvais, ben, ça se voit tout de suite, c'est mauvais. On voit que c'est pas des vraies voix, alors que nous, on voit que c'est des vraies voix. Et en fait, il n'y a pas vraiment de critères pour définir ce que serait une bonne voix d'une mauvaise voix, si vous voulez. Ce qui nous laisse penser que ces méthodes-là sont plutôt douteuses. Alors vous qui n'avez peut-être pas encore utilisé de TCI, vous n'avez pas encore d'avis là-dessus, dites-vous bien que vous avez deux options, soit adhérer à l'hypothèse de voix désincarnées qui viennent de l'au-delà, soit de considérer que le phénomène de pareidolie recouvre bien les faits qui sont présentés, quoi. Vous avez le choix, voilà.
Vous avez le choix. Après, vous avez le domaine des surcharges cognitives. J'ai mis ça comme un peu un gros paquet. Et puis des cécités, ce que certains appellent les blindnesses, les cécités, soit au changement, soit au déplacement, etc. Alors, je commence par une petite campagne de pub qui a eu son petit succès. La campagne de pub Colgate. J'ai perdu mon petit pointeur, mais je pense que tout le monde voit la merdasse sur la dent du monsieur, non? Sur celle-ci aussi, il y a une espèce de vieille salade verte toute pourrie. Et sur celle-ci, là aussi, je ne sais pas ce que c'est, une crotte de nez horrible qui est sur sa dent. Tout le monde a vu les trucs, là. On voit à peu près? Ouais. Mais il y a d'autres problèmes sur ces images. Alors vous les avez peut-être déjà fréquentées. Par exemple celle-ci, il y a une main qui ne devrait pas être là. Mais généralement on ne la voit pas parce qu'on est pris par le steak qu'il a sur la dent. Dans celle-ci, il lui manque une oreille. Et dans celle-ci, elle a un peu trop de doigts. Il y a tellement d'infos, si vous voulez, qu'il y a plein de choses qui nous échappent, quoi. C'est peut-être un peu la leçon qu'il faut garder, quoi. C'est de se dire, quand il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous échapper. Alors on peut jouer sur des conflagrations de zones cérébrales dans certaines interprétations. Il y a un truc assez connu, c'est le test de Stroop. Je pense que vous connaissez tous ça. Le test de Stroop, le jeu, je vous fais pas faire maintenant, mais vous le ferez chez vous. Il s'agit de non pas lire ce qui a marqué sur le mot, mais de dire la couleur dans laquelle il est écrit. Par exemple, là c'est rouge, là il faut dire jaune, là il faut dire bleu, là il faut dire vert. Puis on devient fou, quoi. On devient fou. Ça fait vibrer le cerveau. Parce que les zones en question ne sont pas les mêmes pour la lecture et pour le fait de nommer la couleur. Vous pouvez exploiter ces fameuses cécités-là et ces conflits cognitifs dans d'autres circonstances. Je pense notamment à Simons, qui était connu pour sa fameuse illusion du gorille qui a une quinzaine d'années maintenant, que je ne vous montre pas parce que je pense que vous la connaissez. Mais Daniel J. Simons s'est amusé à faire ça dans une bibliothèque des sciences. Enfin, je crois que c'est une bibliothèque des sciences. Hein. Et dans cette vidéo-là, il vous montre, je vous fais le commentaire, hein. Il y a deux bonhommes qui ne sont pas pareils, quoi. Et en fait, il montre un protocole pour voir si à un comptoir, une personne qui vient s'inscrire à la bibliothèque et demande un formulaire pour s'inscrire, est-ce qu'elle va remarquer que son interlocuteur change? Et donc, vous voyez, il y a une jeune fille qui arrive, ou un monsieur, je ne sais plus, une jeune femme qui arrive, toc. Le premier expérimentateur lui tend un formulaire, il dit il faut remplir là, si tu veux t'inscrire à la bibliothèque, tac, 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 tac. Là, c'est Daniel J. Simons qui fait 3 commentaires, et puis après, le monsieur dit attends, je cherche un autre papier, il se baisse, mais c'est pas lui qui se relève, c'est un autre. Et on regarde combien de personnes ne remarquent pas que ça n'a pas changé, quoi. Il y en a un paquet qui ne remarque pas que ça change. J'ai jamais refait cette expérience-là avec des étudiants, j'aimerais bien, s'il y a un groupe qui est intéressé, on pourrait refaire ça pour voir. Mais ce qu'on a fait, c'est avec les étudiants Buy, Gozel, Royer, Tressol et Verret, on s'est amusé en 2011, c'était, à faire un peu la même chose à partir d'un canular que j'avais vu à la télé. On a fait ça en ville, demander la route à quelqu'un, et puis intervertir la personne qui demandait la route, et voir si la personne qui répond à la question se rend compte que la personne a changé. Au début, ils ne voulaient même pas le faire, parce qu'ils me disaient « ça n'a jamais marché, ça n'a jamais marché ». Je dis « si, vous allez voir, il y a des chances que ça marche ». Et alors, ils avaient pris un grand carton télé. Et alors j'ai coupé 2 petits bouts, je vous montre, j'ai mis une musique de Benny Hill justement qui fait un peu marrer. Ils sont Grand Rue à Grenoble. Ou Place Grenette, je sais plus où ils sont. Ouais. Hop, intervertissent, toc, c'est un autre qui vient. Et l'autre n'a rien remarqué. C'est bon, hein? Ils sont morts de rire tout au fond avec leur grand carton là. C'est bon, hein? C'est vraiment bon. Bravo. Je fais défiler leur nom parce qu'ils le valent bien. Donc, surcharge cognitive et cécité toujours. Il y a des gens qui ont poussé ça vraiment très loin. On a essayé de le refaire avec un groupe d'étudiants, c'était un échec total. C'est le fameux Wooden It. Alors pour ceux qui l'ont jamais vu, le Wooden It, c'est absolument parfait. Je vous fais la transcription.
vite fait. Clearly, somebody in this room murdered Lord Quelqu'un a Smythe, assassiné Lord who, Smythe ici. at precisely Qui a fait ça? 3:34 this C'était afternoon, cet après-midi à telle was heure. brutally bludgeoned to death Elle a été with a massacrée blunt avec un instrument. instrument. I want each of you to tell me your whereabouts alibis at precisely the Et où time vous that this étiez dastardly au deed moment took où ce place. crime abominable a été perpétré. I was polishing the brass Alors in chacun the donne son master alibi. bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I là, was planting my Madame Smythe a dit, petunias in the potting shed. Je plantais mes pétunias. Constable, arrest Lady Smythe. Arrêtez Lady Smythe. Mais But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not Tout le monde plant sait qu'on plante petunias pas- until May is out. on plante pas les pétunias en mai. C'est une question It's just a d'observation. matter of Mais observation. The real question la vraie question is c'est, how observant were êtes-vous you? si bon observateur que ça, vous-même? Est-ce que vous avez remarqué les 21 changements dans la scène? Alors la même scène avec une caméra en biais. Clearly, somebody in this room murdered Lord Et c'est Smythe, formidable. who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. Tout change, I même want le each mort. of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. C'est vraiment parfait. On a essayé de le refaire et ça a été plutôt pourri. On a fait 200 essais, c'était lamentable. Je faisais le mort, moi. Ouais. Et la vidéo doit être en ligne quelque part, mais j'ose même pas vous donner l'adresse tellement c'est. Mais c'est un groupe d'étudiants qui s'est bien arraché, hein, mais on a vraiment pas fait un beau travail. Quand je vous disais qu'il y a des magiciens qui se dévoient vers des carrières un peu d'escroquerie, si vous voulez, il y a aussi des mentalistes qui se dévoient vers ça. Alors je vous montre un exemple de mentalisme dévoyé, comme on pourrait dire. Là, je vais vous montrer un ensemble de cartes. D'accord ? Comme je suis très puissant, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous allez tous choisir la même carte, j'en suis certain. Concentrez-vous sur l'une d'entre elles. Et moi, je sais laquelle c'est. Et pour vous le prouver, concentrez-vous bien, hop, et je la fais disparaître. Tac. Ça a marché, non ? Bah oui. Ça a marché parce qu'en fait, aucune n'est la même. Vous voyez ? Cette feinte est toute pourrie. Vous dites, bon, d'accord, ok, c'est un diaporama qui circule sur le web depuis 10 ans. Il y a des gens qui en tirent bénéfice de ça. Croyez-le ou non, un monsieur qui s'appelle Chris, un jour, je reçois, c'est un type qu'on connaît du fait du labo de zététique, je pourrais vous en raconter des belles et des pas mûres sur lui, mais peu importe, Chris, il laisse un message sur ma plage téléphonique. Par hasard, hein, il tire au sort des numéros et tout. Et puis il dit voilà, j'ai un grand pouvoir, machin, mais comme vous croyez pas n'importe qui, hop, une petite technique de gratification au passage, eh ben, vous pouvez appuyer sur la touche dièse et je vous enverrai de la documentation. Et là, il envoie de la documentation que j'ai gardée depuis le temps. Hein. Elle est là. La documentation, c'est marqué, vous avez 2 enveloppes dans la mienne, là, il y en a une, ne l'ouvrez pas tout de suite. Ici, je vous préviens que il faut choisir une carte. Donc ça c'est la première page là, vous voyez. Choisissez une carte et retenez-la bien. Je vais réaliser devant vous quelque chose d'incroyable et surprenant, quelque chose qui va vous prouver de façon irréfutable que là. Mémorisez une des cartes. Attention, à partir de maintenant, faites exactement ce qui vous est demandé. Regardez à quel point le procédé est sournois et moche. Prenez cette page que vous tenez en main et brûlez-la entièrement, c'est souligné, dans un évier, en faisant bien attention de conserver les cendres. C'est très important pour la suite. Bon. Et après, et seulement après, prenez la seconde enveloppe et ouvrez-la. Vous allez découvrir quelque chose qui risque probablement de changer toute votre vie. Et là, vous ouvrez la deuxième et hop, disparu. Et là, il vous propose une aide télémagnétique contre un chèque, etc. Vous pouvez avoir une aide télémagnétique, etc., etc. Par Chris, voyant médium, parapsychologue, hypnotélépathe et vedette de la télévision. Voilà. Ça fait partie des gens qui font des choses qui sont plutôt moches, si on peut dire. Alors, je pourrais aller un peu plus loin sur ces sujets. Je pense que je vous reparlerai de mentalisme la prochaine fois. Je vais essayer de traiter quelques questions. Je voudrais juste vous donner un petit aperçu de la bibliographie qui est disponible sur les sujets que j'ai traités. J'ai amené quelques ouvrages que vous pouvez emprunter si vous le désirez. J'en ai mis quelques-uns. On ne voit plus rien, pardon. Je vous remets la diapo. Notamment les grands livres fondateurs d'Henri Brock qui valent le détour, hein. Notamment Le Paranormal que j'ai ici. Vous avez Au cœur de l'extraordinaire, qui est une édition un peu plus grosse. Il y a le livre de Normand Baillargeon, que je vous conseille chaudement, qui s'appelle Petit manuel d'autodéfense. Le livre de Carl Sagan et Druyan, dont je vous ai parlé tout à l'heure. James Randi, dont je vous ai parlé. Sur le contrat laïque du chercheur, vous avez le livre de Lecointre, qui s'appelle Les sciences face au créationnisme, qui est absolument parfait. Sur le rôle des médias là-dedans, vous avez un livre de Chomsky, un documentaire de Chomsky, qui s'appelle Manufacturing Consent. Sur le site du Cortex, vous avez plein d'informations qui sont à votre disposition. Voilà, donc farfouillez.